Donc, merci de votre présence d'abord. Donc, si vous avez entendu ma leçon inaugurale du mois de décembre, le programme de cours de janvier-février sera essentiellement composé structurellement de deux parties. La première partie que je vais entamer donc aujourd'hui, qui couvrira plutôt les aspects politiques, comment organiser la société pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2. Et puis la deuxième partie qui sera plus concentrée sur les questions qui sera plus technique, qui sera concentrée sur la problématique de quel prix du carbone, puisque in fine, à l'issue de la première partie, je montrerai qu'il faut en tout cas une valeur carbone et possiblement une taxe carbone ou un marché de permis d'émission. La question résiduelle qui se posera est assez cruciale, en tout cas dans mon agenda de recherche, c'est de savoir quel devrait être ce prix du carbone. Donc la structuration très grossière de ces quelques heures de cours dans les 2 prochains mois. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur une question qui me semble être importante, en particulier dans la perspective des débats que nous avons entre experts et au sein de l'opinion publique et avec les politiques, et de savoir au fond qu'est-ce que ça va coûter, ces efforts de transition, ces efforts de réduction des émissions de CO2, quels sont les coûts qui sont impliqués, que ce soit dans le secteur de l'électricité, que ce soit dans le secteur de la mobilité, voire de la sobriété. Alors je ne vais pas tout couvrir parce que finalement cette transition énergétique, elle va engager une myriade d'actions qui auront tous ces coûts et qui nécessitera pour chacune de ces actions une analyse relativement fine, si possible, de la structure de ces coûts pour essayer de repérer les actions qui sont les plus désirables à court terme. Donc ça, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Ça ne sera pas technique du tout, il y a juste une petite équation au moment, mais juste pour amuser la galerie des gens qui sont un peu plus scientifiques dans la salle. Et puis, dans la deuxième partie, dans le séminaire tout à l'heure, nous aurons la chance d'écouter Patrick Ricci, qui est directeur de recherche CNRS à l'Université de Grenoble et qui est évidemment le grand spécialiste dans le monde sur les questions de coût de la transition. Donc ce séminaire sera parfaitement complémentaire avec la séance de cours que je vais vous présenter maintenant. OK, donc, voilà. Donc, je ne vais pas passer de temps avec vous, je suis désolé, parce que vraiment, j'ai beaucoup de choses à raconter d'ici la fin du mois de février, et puis je ne suis pas expert de ça précisément, ma compétence scientifique, je ne suis pas climatologue, donc je ne vais pas vous réexpliquer les raisons pour lesquelles il faut réduire nos émissions de CO2. Aujourd'hui, le GIEC, le volume 1 du 6e rapport du GIEC qui est sorti au mois d'août 2021, nous rappelle encore une fois, pour la 6e fois, combien il est crucialement important pour nous et pour les générations futures de réduire nos émissions de CO2, parce que si on ne le fait pas, on va atteindre probablement des augmentations de température moyenne de la Terre par rapport à l'âge pré-industriel de 4, 5, 6 degrés Celsius. Évidemment, les conséquences de cela pour l'être humain, mais aussi pour l'ensemble de la planète, seront totalement insupportables. Donc il faut absolument agir pour réduire nos émissions de CO2. Et évidemment, en France, on a la chance de vivre dans une société qui a bien compris ça. Il n'y a plus de débat. La place des climato-sceptiques s'est petit à petit amoindrie à force de rassembler les connaissances scientifiques et les observations des évolutions climatiques et des progrès dans la science du climat. Donc on n'a plus besoin, je pense que j'ai plus besoin de rappeler ça devant une audience française. C'est vrai que ce n'est pas nécessairement le vrai dans d'autres audiences, dans d'autres pays, comme les États-Unis par exemple, où une bonne partie des républicains, 80% des républicains ont encore des doutes sur la réalité de ce changement climatique. Aujourd'hui, ici, on n'a pas besoin de faire ça. Et en plus, à nouveau, je ne suis pas climatologue, je suis ça avec beaucoup d'attention, mais je n'ai pas la légitimité pour vous parler de ça. Donc mais clairement, à nouveau, je vais encore le répéter une fois, il est urgent d'agir. Il est urgent d'agir, et si on n'agit pas, la situation va rapidement évoluer vers des choses qui vont être absolument épouvantables pour l'humanité.
Donc cet accord sur l'origine humaine du changement climatique, sur le fait qu'émettre du CO2 engendre des transformations du climat, on a par exemple le Collège de France, pour inaugurer cette chaire Avenir commun durable, a fait un sondage organisé par Ipsos et a encore rappelé que cette compréhension, cet accord prévaut, ce consensus prévaut dans la société française. Et là, cet impressionnant consensus au sein de la société française s'écroule dès lors qu'on pose la question non plus de sommes-nous responsables, mais comment faire face à cette responsabilité, le comment, le qui, le quoi, le combien, toutes ces questions-là restent aujourd'hui dans la société française immensément non consensuelles. On a vraiment des énormes problématiques et des désaccords de fond entre experts, mais surtout dans la société française. Et comme pour la vaccination contre le coronavirus, nous avons des frustrations considérables dans la société parce qu'on se montre du doigt en disant « mais vous n'avez pas réduit vos émissions de moi ce matin, j'ai pris l'avion pour venir de Toulouse à Paris, c'est scandaleux ». Et s'engagent ici des débats qui sont compliqués. D'accord ? Donc, ce que je voudrais faire avec vous aujourd'hui, en tout cas, c'est de démarrer par, au fond, non pas qui devrait faire quoi, parce que ça dépasse aujourd'hui, ça reste encore un peu compliqué à déterminer, mais en tout cas, de vous montrer un certain nombre de voies et de vous montrer, en fait, associé à notre responsabilité envers les générations futures, il y a des actions à mener, mais ces actions sont coûteuses. En tout cas, la plupart, hélas, nous sommes aujourd'hui dans un monde où entreprendre les actions pour affronter nos responsabilités envers les générations futures, ces actions sont sacrificielles, sont coûteuses. D'accord ? On n'est pas dans la même situation que le trou d'ozone dans les années 80 ou 90, où finalement on a trouvé la solution technique pour éliminer le trou d'ozone en changeant de gaz, les gaz qu'on utilise les gaz réfrigérants qu'on utilise pour les frigos, où finalement on a trouvé des substituts peu coûteux qui nous ont permis d'éliminer l'essentiel de ce trou d'ozone. Aujourd'hui, et ça n'a pratiquement fait sans coût pour le consommateur. Pour le changement climatique, la situation est radicalement différente. Elle est radicalement différente parce qu'il va falloir radicalement transformer nos modes de vie, peut-être aller vers la sobriété, en tout cas dans certaines sobriétés, demander aux industriels de modifier leur mode de production, par exemple du système électrique, et une myriade d'autres choses. Peut-être me demander demain de venir au Collège de France enseigner en utilisant le TGV. Enfin, il n'y a pas de TGV à Toulouse, donc peut-être me demander de loger la veille au soir et donc supprimer un certain nombre de réunions que je fais le mardi pour la Toulouse School Economics, dont je suis le directeur général et qui m'occupe beaucoup de mon temps. Voilà, toutes ces choses-là. Quand on parle du nucléaire, quand on parle de l'éolien, quand on parle des transports aériens, il n'y a pas de... Vous voyez bien, tout le monde sait que tout le monde sait. On sait bien que le renouvelable, les énergies renouvelables, que ce soit le solaire, que ce soit l'éolien, est une réponse indispensable pour répondre à l'enjeu climatique en France. Et pourtant, on a une opposition qui devient de plus en plus radicale envers l'électricité éolienne. Et on va voir dans les élections présidentielles à venir, je pense, j'espère, ce débat indispensable sur l'éolien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tensions sur ce sujet. Et évidemment, derrière, en toile de fond, et je reviens sur mes frigos, l'énergie, c'est beaucoup plus important que le frigo. Le frigo, c'est très important, mais l'énergie, c'est la source de notre prospérité. Avoir aujourd'hui, au XXIe siècle, des sources d'énergie qui sont peu coûteuses et faciles à utiliser, c'est un élément de prospérité qui est absolument considérable. Il se pourrait que le coût de l'énergie double si on passe du système énergétique actuel que nous avons la chance d'avoir, avec finalement du pétrole qui n'est pas très cher. Aujourd'hui, le pétrole à la pompe, l'essence à la pompe n'est pas plus cher aujourd'hui que au milieu des années 70. D'accord ? Donc il n'y a pas eu les coûts de l'énergie restent
absolument, enfin, me semble-t-il, très raisonnable. On peut parler du gaz naturel, hein, les flambées des prix sur les marchés internationaux aujourd'hui, en tout cas les prix auxquels sont confrontés les Européens par le gaz russe. Ça reste encore raisonnable. On parle quand même d'un doublement du prix de l'énergie, du coût de l'énergie quand on bascule du système énergétique actuel à un système complètement décarboné. Donc, ici, l'énergie représente 10% de la dépense des ménages. Eh bien, c'est à quantité d'énergie inchangée, il faudra consacrer 20% du budget des ménages pour les demandes d'énergie. Donc c'est un élément important. Et rappelons-nous quand même que l'existence de charbon, de gaz naturel et de pétrole ont fait depuis 2 siècles en Occident une source importante de notre prospérité. Et donc, c'est accepter d'abandonner ces sources d'énergie peu chères, faciles à utiliser pour aller capter des sources d'énergie et fabriquer des énergies qui vont être probablement plus coûteuses, en tout cas certainement beaucoup plus coûteuses avec les technologies qui prévalent aujourd'hui, et plus difficiles à utiliser. Qu'est-ce qu'on fait avec l'électricité ? Qu'est-ce qu'on fait quand on est à 100% solaire et éolien et que on ne sait pas stocker l'électricité, on ne sait pas stocker l'électricité de façon aussi massive qu'il sera nécessaire de faire dans les années à venir avec un tel mix électrique. Ces questions sont importantes. Voilà, pour mettre un petit peu les choses en perspective, je vais commencer par un exemple infiniment simple, parmi les plus simples. Là, je reprends un slide que j'avais présenté lors de la leçon inaugurale. C'est celle de Jean Tirole, hein, qui a été mon collègue à Toulouse School d'Economics, prix Nobel d'économie 2014, et qui s'est fait caricaturer dans, je pense, le journal L'Express il y a quelques années, sur cette question de quelle tomate doit-il acheter. Il va au marché tous les samedis, il a au marché des Carmes à Toulouse, il a accès à des tomates biologiques issues de la production locale, et il a des tomates biologiques qui viennent d'Espagne. Et évidemment, le fait que les coûts de production en Espagne sont plus faibles, il y a plus de soleil, c'est plus facile à cultiver des tomates là-bas que chez nous. Mais par contre, donc elles sont moins chères, 1,75 € le kilo, alors que les tomates françaises sont à 2,30 €. Évidemment, une des différences entre les deux, c'est que la tomate espagnole, elle a exigé d'émettre du CO2 parce que ces tomates ont été transportées par camion, et des camions relativement relativement polluants. Et donc, Jean Tirole, qui est respectueux de l'environnement et qui voudrait contribuer à l'effort collectif pour réduire les émissions de CO2, il dit au fond, est-ce que ça vaut le coup d'acheter plutôt des tomates françaises, malgré qu'elles soient 55 centimes plus chères le kilo, parce qu'en fait, en achetant 55 centimes plus cher le kilo, je n'émets pas le CO2 que les tomates espagnoles vont engendrer par leur transport. Donc c'est une question très très simple, et pour illustrer en fait, la problématique de quelles actions faut-il entreprendre pour réduire nos émissions de CO2. Et évidemment, il y a une myriade d'autres décisions à prendre de cette nature. Est-ce que je dois prendre mon vélo plutôt que le bus pour aller sur mon lieu de travail? J'en passe des meilleurs. D'accord ? Le problème est gigantesque. Là. La myriade d'actions à entreprendre par une myriade d'acteurs fait que tout ce qui est vert n'est pas nécessairement désirable à court terme. Il faut essayer de se concentrer sur les actions qui sont les plus impactantes et les moins coûteuses. D'accord ? Parce que, bien sûr que l'objectif climatique est essentiel, mais rappelons-nous le mouvement des Gilets jaunes. Il y a aussi la problématique du pouvoir d'achat. Et donc, il faut savoir manier les deux et chercher les actions qui sont les plus impactantes en termes de changement climatique à un coût acceptable pour les ménages français. D'accord ? Donc, ceci illustre ça. Est-ce qu'il faut accepter de perdre du pouvoir d'achat en échange de réduire les émissions de CO2 ? C'est ces questions-là qui sont aujourd'hui cruciales dans les débats de société. Même chose pour la sobriété. Faut-il exiger ou désirer
que les ménages français baissent leur thermostat dans leur appartement l'hiver pour moins émettre de CO2, en particulier dans les appartements où la source énergétique est d'origine fossile. Ce sont des questions qui vont inéluctablement sortir dans la société tôt ou tard. Réduire de 55% les émissions de CO2 d'ici 2030, en France, en Europe, ça ne va pas être de la tarte. Voyons le chemin parcouru. C'est par rapport à 1990 qu'on compte les moins 55%. Qu'est-ce qu'on a fait comme chemin entre 1990 et le 5 janvier 2022 ? Bien, nous avons fait 22% de réduction des émissions de CO2, donc on a fait un peu plus d'un tiers du chemin. Donc nous allons devoir faire en 8 ans, les 2 tiers du reste. D'accord ? Donc c'est un truc inimaginable. Enfin, je veux dire, c'est très beau les politiques qui nous disent on a réussi à se mettre d'accord sur un accord de réduction des émissions de CO2 de 55% en 2030. Je ne vois jamais un politicien qui dit du sang, des larmes et de la sueur, pour reprendre le titre de mon exposé aujourd'hui. Et ça va coûter, et ce slide n'est qu'une toute petite illustration de cette problématique. Voilà. Ah oui, alors, je peux compliquer les choses. Je peux dire, ah oui, mais attention, la tomate française a été produite dans Serres, qui a utilisé de l'électricité qui est en partie d'origine gaz naturel. Tout de suite, ça complique les choses. Ou les producteurs espagnols utilisent peut-être des travailleurs clandestins maltraités ou des produits chimiques interdits en France. Bref, on peut complexifier. Et effectivement, Patrick Criqui, qui vous parlera tout à l'heure de tout ça, je vais vous présenter des exemples simples, et en fait qui sont compliqués, mais je vais présenter une version simple de cette complexité, juste pour essayer de vous sensibiliser au mode de calcul que les économistes développent pour essayer de répondre à ces questions-là. Mais voilà, ce sont des questions qui restent infiniment compliquées, même quand on prend le cas extrêmement simple de la tomate espagnole versus la tomate française. Il y a sur la table ou déjà décidé plein d'actions. On a eu en fait déjà concrètement à la Convention citoyenne pour le climat tous les débats là-dessus. Quand Macron pose la question aux Conventions citoyennes pour le climat, qu'est-ce que la France devrait faire pour respecter ses engagements envers les générations futures, la Convention citoyenne sort avec 150 propositions. Alors j'en ai listé un certain nombre parmi celles que je comprends le mieux. Je pourrais reprendre chacune d'entre elles et faire l'analyse de quel coût est associé à cette action-là. Je prends la première. La toute première, c'est interdiction du chauffage des terrasses de café. Évidemment, ça paraît complètement évident que c'est complètement dingue de chauffer les terrasses sans toit, et donc la chaleur monte vers le haut rapidement et donc produit de la chaleur avec une déperdition qui est absolument phénoménale. Donc, a priori, ça paraît complètement débile de faire ça. Et pourtant, les cafetiers, ils ont besoin de ça. Enfin, pour eux, ça serait une perte économique de les obliger, et c'est ce qui va être fait, je ne sais pas quel est le timing de ça, ça a été décidé dans la loi climat et résilience, il me semble. On va interdire aux cafetiers d'utiliser des chaufferettes en extérieur. Pour eux, c'est une perte économique, et on pourrait essayer d'estimer cette perte économique et voir si ça vaut le coup par rapport au coût lié au fait que ce truc est extrêmement inefficace d'un point de vue de production de chaleur. Hélas, le Parlement, en charge de l'évaluation des projets de loi, n'a pas fait ses calculs. Et a pris ses décisions un petit peu avec un bandeau sur les yeux, et, sous recommandation de la Convention citoyenne pour le climat. Bien ça, le citoyen, les 150 citoyens choisis au hasard, je ne pense pas que beaucoup ont la compétence de faire ces calculs. Et d'ailleurs, les économistes ne sont pas encore vraiment attachés, en particulier au niveau de détail qui est décrit là comme les chaufferettes pour les cafetiers. Et nous avons aussi un pacte vert. Alors ça, ce n'est pas encore décidé. Le pacte vert européen, donc le 14 juillet 2021, la Commission européenne a proposé un ensemble de packages, en fait un package qui contient
8, 12, 11, je ne sais plus, sous-packages qui tentent à répondre à la problématique de comment atteindre les moins 55% que le Parlement européen a voté au début de l'année 2021. Et donc, parmi ces packages, il y a par exemple l'ajustement carbone aux frontières. Tout le monde adore les ajustements aux frontières, sans réaliser que ce seront les consommateurs européens qui payeront la taxe. Ça va augmenter, ça va renchérir les produits importés, le prix des produits importés. Mais enfin, tout le monde pense que ce sont les Chinois qui payeront ces ajustements. Passons cela. Autre élément du Fit for 55, ce package européen, l'instauration d'un marché de permis d'émission pour le secteur de la mobilité et du résidentiel. Là, je ne sais pas comment ça va passer, parce qu'en particulier, la France, qui préside aux destinées de l'Union ce semestre, a déjà exprimé son désaccord, parce que vous savez, nous avons le mouvement des Gilets jaunes, et il ne faudrait pas que les citoyens français aient à payer les permis d'émission pour acheter de l'essence à la pompe, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit. Le peuple a déjà exprimé son désaccord par rapport à cette solution. Dans ce package, il y a aussi des normes anti-pollution et un certain nombre de choses dans le secteur dû à la mobilité, du transport et du reste. Et puis, par ailleurs, regardons de l'autre côté de l'Atlantique, il y a un plan Biden de globalement 3 000 milliards, mais si on se limite à la dimension climatique, 555 milliards de dollars sur les 10 prochaines années, avec, par exemple, dans ce package, alors il risque de coincer au Sénat américain avec un démocrate qui refuse de voter en faveur de tout ça, étant donné les coûts pour les générations futures, parce que tout ça serait financé par l'endettement. Ce package contient aux États-Unis des subventions pour les producteurs d'électricité qui acceptent de produire de l'électricité verte, des subventions pour l'achat de voitures électriques jusqu'à 12 500 $, etc., etc. Et tout ça, est-ce que ce sont les bonnes stratégies? Pourquoi avoir de telles différences entre la stratégie, une proposition européenne fondée sur un prix du carbone ou une stratégie américaine fondée sur des subventions? Et puis finalement, faut-il plutôt miser sur la décarbonation du secteur du transport avec la voiture électrique, ou plutôt faut-il viser une décarbonation du système électrique avec des subventions pour les kilowattheures verts? Tout ça sont des questions qui me paraissent cruciales si on veut combiner la lutte contre le changement climatique et la préservation du pouvoir d'achat des ménages. OK. Je reviens, alors ici, ce n'est plus l'exemple des tomates, mais c'est un exemple donc, de même ordre d'idée. Je vais essayer de calculer avec vous un coût d'une politique. Et je vais le faire d'une façon absolument triviale. D'accord ? Je vais faire abstraction d'une myriade d'autres impacts de la politique que celles qui mènent à la réduction d'émissions de CO2 de cette politique. Donc je prends l'exemple, alors c'est un exemple que j'aime bien, c'est une des premières tribunes que j'avais fait dans Le Monde sur la question de la transition énergétique en 2010. En 2010, il y a donc depuis, je ne sais pas quand a démarré ce programme, mais depuis un certain nombre d'années en France, on soutient le développement du photovoltaïque auprès des particuliers par un système de prix garanti, feed-in tarif en anglais, donc des contrats qui sont offerts à tous les ménages français qui acceptent d'installer des panneaux photovoltaïques sur leur toit et de revendre l'ensemble de cette production d'électricité solaire. Et en France, en 2010, le tarif de rachat était de 60 centimes le kilowattheure. D'accord ? 60 centimes le kilowattheure pour tous les électrons qui étaient produits par ces panneaux photovoltaïques sur les toits de nos maisons. D'accord ? Et cet engagement était sur 20 ans. Donc jusqu'en 2030, la personne propriétaire de ces panneaux photovoltaïques qui les avait installés en 2010 va bénéficier d'un revenu correspondant à 60 centimes fois le nombre de kilowattheures que ces panneaux produisent. Alors,
C'est très bien, effectivement, le panneau photovoltaïque, ça n'émet pas de CO2. Ça émet des CO2 à la production et puis au transport et à l'installation. Mais une fois que tout ça est installé, ça produit plus, ça produit, contrairement au charbon ou au gaz naturel, ça ne produit pas de CO2. On est d'accord là-dessus. Imaginez que les kilowattheures qui sont produits par ces panneaux photovoltaïques viennent en substitution de l'électricité produite par le mix électrique européen. Si je prends le mix électrique français, j'ai un petit problème parce que essentiellement le mix électrique français ne produit plus de CO2, produit très peu de CO2. Donc je vais mettre plutôt, je vais essayer de faire le truc le plus favorable possible pour les panneaux photovoltaïques et je vais faire une hypothèse favorable qui est ces électrons sont en substitution des électrons qui sont engendrés par le mix électrique européen. Sachez que le mix électrique européen, il a un coût autour de 6 centimes le kilowattheure et il y met 296 grammes de CO2. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on accepte de payer 54 centimes de plus pour 296 grammes de CO2 évité. Rapporté à la tonne de CO2, puisque la norme, l'unité de mesure des émissions de CO2, c'est la tonne de CO2. Ramené à la tonne de CO2 évité, ça vous donne, c'est une simple règle de 3, ça vous donne, je ne sais plus, 1820 € la tonne de CO2 évité. Donc en 2010 et jusqu'en 2030, le citoyen français a accepté de payer 1820 € la tonne de CO2 évité dans ce système-là. D'accord ? Alors 1820 € la tonne de CO2, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose. Je vais vous donner un exemple suivant qui vous montre une autre action qui, elle, a un des coûts beaucoup plus faibles. J'aurais pu aussi faire le calcul, et je l'ai fait à la leçon inaugurale. C'est un peu rigolo, je me suis amusé à estimer le nombre de grammes de CO2 émis par kilo de tomates espagnoles et calculer, étant donné que Jean Tirole accepte de payer 55 centimes le kilo de tomates françaises, le coût pour lui d'avoir fait cet effort en termes de combien il a payé par tonne de CO2 évité. D'accord ? Ici, on est à 1820. Et ce coût, il est payé par les Français. Il est payé comment ? Il est payé dans votre facture d'électricité. Dans votre facture d'électricité, allez revoir à la maison, vous avez une ligne qui est contribution au service public de l'électricité, CSPE, qui représente, je ne sais plus, une quinzaine de % de votre facture d'électricité. Et cette contribution au service public de l'électricité, que tous les consommateurs d'électricité français payent, eh bien, il sert à compenser les producteurs d'électricité qui rachètent cette électricité à 60 centimes plutôt qu'au coût de production, à leur coût de production. Alors aujourd'hui, les nouvelles sont un peu meilleures. C'est plus 60 centimes. Aujourd'hui, si en 2021, 2022, je ne connais pas exactement les prix en 2022, mais en 2021, le tarif de rachat était de 17,9 centimes le kilowattheure. Donc on a quand même divisé par 3 le coût de rachat, mais on est quand même 3 fois au-dessus du coût de production d'électricité du mix européen. Donc ça continue à être coûteux, le photovoltaïque, mais malgré les progrès technologiques, ça reste coûteux de remplacer du mix électrique européen par du photovoltaïque français. Et c'est vrai dans tous les pays, en tout cas tous les pays, peut-être pas pour les pays les plus ensoleillés, mais pour la France, ça reste vrai. Ok, donc ça c'est un exemple. Donc retenez 1820 € la tonne de CO2 évité. Maintenant je vais prendre un autre exemple. Le deuxième exemple, c'est le remplacement du charbon dans le mix électrique. Excusez-moi, je reste dans la problématique électrique. Elle est considérable. L'électricité, ça représente une part importante, très importante de l'énergie française. Et on imagine bien que dans une économie complètement décarbonée, ça passera par l'électrification de la mobilité et du résidentiel, d'une façon ou d'une autre. Donc évidemment, la façon dont on produira l'électricité dans les décennies à venir sera encore plus importante, avoir une problématique encore plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Okay, donc en France, on n'a plus que, je ne sais plus, l'année dernière, il y avait encore 3 centrales au charbon
en activité, une activité ponctuelle. Les centrales au charbon sont utilisées uniquement en pointe. Hein. Je crois que la fermeture de la dernière est annoncée pour cette année ou l'année prochaine. En Pologne, 90% des électrons produits par le mix électrique polonais, c'est du charbon. En Allemagne, 45% des électrons produits dans le mix électrique allemand, c'est du charbon. Donc en France, on a perdu cette idée que le charbon a un rôle important, mais dans d'autres pays européens, c'est un élément essentiel du système électrique de ces pays. D'accord ? Le charbon est une catastrophe écologique majeure. Non seulement par kilowattheure produit, il émet une quantité importante de CO2, mais en plus, elle engendre plein d'autres pollutions locales épouvantables, particules et microparticules. Enfin, rappelez-vous les images de Pékin sous un nuage jaune, c'est ça. Hein. Donc je fais là aussi. Et je vais m'excuser auprès de Patrick qui va m'engueuler parce que je suis simplificateur à l'extrême. Mais juste pour donner un ordre d'idée, supposez que le seul bénéfice du remplacement du charbon par, ici, du gaz naturel, soit un effet de réduction d'émissions de CO2. On oublie l'effet positif que cette politique a sur la santé des populations locales. D'accord ? Donc, quels sont les chiffres ? Donc, alors, je vais prendre les chiffres de 2020, excusez-moi, parce que la volatilité des prix sur le marché du charbon, le marché du gaz naturel aujourd'hui en Europe est difficile à suivre. Donc, excusez-moi, je prends les chiffres 2020. En 2020, produire 1 kWh avec du charbon coûtait 7,5 centimes et émettait 340 grammes de CO2. Avec du gaz naturel, ça coûte un peu plus cher, 8 centimes, mais ça émet que 200 grammes de CO2, que tout est relatif. Je suis bien d'accord que le gaz naturel n'est qu'une solution de transition, au mieux. Et que si on veut atteindre zéro émission nette en 2050, le gaz naturel, sauf si on est capable de capter et séquestrer le CO2 engendré par la combustion du méthane, du gaz naturel devra sortir du mix électrique européen. Mais à court terme, dans un monde où on ne veut pas du nucléaire en particulier, dans certains pays européens, le gaz naturel est une source d'énergie, de production d'électricité qui va être indispensable pour équilibrer le système, pour pour réduire le risque de blackout. Donc voilà, je ne veux pas défendre le gaz naturel, je veux dire, au moins regardons la politique consistant à remplacer le charbon par le gaz naturel. Ce n'est pas la panacée, mais au moins c'est un des processus qui est en train de se faire dans différents pays européens et aux États-Unis. Rappelez-vous que l'essentiel des réductions d'émissions de CO2 depuis 10 ans aux États-Unis provient de la substitution du charbon par le gaz naturel qui vient des gaz de schiste que les États-Unis ont autorisé, contrairement à l'Union européenne. Et le gaz naturel aux États-Unis est 4 fois moins cher que le gaz naturel en Europe, et peut-être beaucoup plus aujourd'hui, étant donné ce que Poutine est en train de nous imposer en termes de restriction de l'offre de gaz naturel sur le marché européen. Oublions tout ça. Donc, regardez ces chiffres, c'est très simple. Le charbon moins cher, mais émet plus de CO2, donc se substituer par le gaz naturel engendre un sacrifice pour le consommateur. In fine, tous ces coûts sont payés par le consommateur. Engendre un sacrifice pour les consommateurs en termes de pouvoir d'achat, mais ça permet de diviser essentiellement par 2 les émissions de CO2 du processus. Eh bien, là aussi, comme pour les tomates espagnoles, comme pour le photovoltaïque, on peut faire le même calcul, la règle de 3. Eh bien, écoutez, donc remplacer le charbon par du gaz naturel coûte 50 centimes par kilowattheure produit. Ça permet de réduire les émissions de CO2 de 140 grammes. Eh bien, par tonne de CO2 évité, ça donne 36 €. 36 €. Donc, aujourd'hui, en France, en Europe, on accepte de payer 1 820 € jusqu'en 2030 pour acheter du photovoltaïque, de l'électricité décarbonée. Par tonne de CO2 évité, on accepte de payer 1 820 € par ce système-là. En même temps qu'en Europe, on pourrait
réduire massivement nos émissions de CO2 à un coût que autour de 36 € la tonne de CO2 évitée. Or, qu'est-ce que les Allemands nous disent, qu'est-ce que les Polonais nous disent? Ils acceptent de sortir du charbon en 2038. Alors peut-être que le nouveau gouvernement allemand, je n'ai pas suivi les dernières nouvelles du côté de Berlin, va changer ça, mais l'annonce des engagements allemands jusqu'à présent était de sortir du charbon en 2038. D'accord ? Donc vous voyez que en termes de stratégie de réduire nos émissions de CO2 en Europe, tout en essayant de préserver le pouvoir d'achat des ménages, on n'y est pas. Enfin, on va y arriver probablement, mais on va y arriver avec des stratégies qui ne sont pas les plus efficaces, les plus intelligentes, qui permettent d'atteindre l'objectif au moindre coût pour les citoyens européens. Bon, et alors là, à nouveau, je vous laisserai dans les mains de Patrick Criqui pendant la deuxième heure qui complétera, puisque actuellement, Patrick Criqui préside une commission auprès de France Stratégie en charge de faire ces calculs de qu'est-ce que ça coûte par tonne de CO2 évité de remplacer un véhicule thermique par une voiture électrique en 2025, en 2030, étant donné les anticipations d'évolution des coûts et des gains de productivité, par exemple dans la batterie. Qu'est-ce que ça coûte de mieux isoler thermiquement les logements par tonne de CO2 évité? Tout ça sont des questions extrêmement importantes et que la commission présidée par Patrick essaye d'explorer avec beaucoup de professionnalisme. Et vous l'avez compris, c'est évidemment beaucoup plus complexe que ce que je décris ici quand on tient compte de l'ensemble des impacts en dehors du pur impact climatique de ces différentes actions. Alors là, ça ne sort pas super bien. J'aurais dû... Il y a un changement de font qui fait que ça sort moins bien. Bon, ici, je ne vais pas parler beaucoup de ce transparent. Je l'avais déjà présenté lors de ma leçon inaugurale. J'ai d'autres actions où j'ai fait les mêmes calculs de règles de 3 que celles que je vous ai présentées sur les 2 derniers transparents. Tout ça est complètement discutable. Mais ça donne des ordres de... Je pense qu'il n'y a pas d'erreur dans les ordres de grandeur. Est-ce que c'est 500 € la tonne de CO2 évitée ou 600 ou 400 je ne me mettrai pas ma main au feu. À nouveau, ce sont des ordres de grandeur. Et là aussi, donc ici, c'est 3 transparents, une question de 3 transparents. Ça, c'est un transparent que je reprends du... Je crois qu'il est utilisé dans le rapport Blanchard-Tirole, qui, dans le chapitre sur le climat, discute cette thématique de valeur carbone et de coût par tonne de CO2 évité. Ici, c'est des exemples, je suis désolé, c'est en anglais, mais que j'ai repris dans la littérature scientifique, qui mesurent pour des problématiques de ciment, de production de ciment et de production d'acier, les coûts par tonne de CO2 évité de remplacer le processus de production d'acier, par exemple, qui émet beaucoup de CO2 étant donné qu'elle utilise le charbon pour organiser cette production par des systèmes qui sont fondés sur de l'électricité verte. Même chose pour les ciments. Tout ça est relativement coûteux et vous voyez donc sur l'axe horizontal des euros par tonne de CO2 évité qui sont les mêmes euros par tonne de CO2 évité que vous pouvez comparer avec ce que je vous ai présenté sur les transparents précédents. L'idéal, ce serait de pouvoir calculer pour chacune de ces actions possibles, de la tomate espagnole à la substitution du charbon par le gaz naturel dans le mix électrique européen, pour calculer pour cette myriade d'actions possibles le coût par tonne de CO2 évité. Et essayer évidemment d'aller repérer les actions les moins coûteuses et qui ont le plus d'impact en termes de tonnes de CO2 évité. Des tentatives ont été faites, et à nouveau, c'est le projet, c'est l'architecture, enfin, c'est le Saint Graal de la commission Criqui. Le Saint Graal de la commission Criqui, c'est de faire quelque chose comme ceci. C'est d'aller repérer toutes les actions possibles, et ici ce n'est qu'un petit sous-ensemble. J'ai repris un truc de McKinsey, les célèbres courbes de coûts marginaux d'abattement, pour 2030.
Et pour l'Irlande, vous ne me demandez pas pourquoi l'Irlande, McKinsey, Irlande a dû demander à McKinsey de faire ces calculs-là. Je ne pense pas que ça existe pour la France, et c'est d'ailleurs ce que Patrick Kéké est en train de compenser. Donc vous voyez, pour l'ensemble de ces actions, on a calculé un coût par tonne de CO2 évité. Donc ici, maintenant, les coûts par tonne de CO2 évité se retrouvent sur l'axe vertical, 100 € la tonne de CO2, 200 € la tonne de CO2. Et vous voyez, on a classé l'ensemble de ces actions, des actions les moins coûteuses en 2030 aux actions les plus coûteuses. Vous allez me dire, ah oui, c'est dingue, il y a des actions négatives. Mais oui, en 2030, il y aura probablement, parce qu'on aura des progrès technologiques dans tous ces machins-là, on aura des actions qui permettront effectivement de, en même temps, réduire les émissions de CO2 et d'être favorables pour le pouvoir d'achat des ménages. Alors, on espère bien. Ça peut se produire et on en connaît déjà un certain nombre. Mais ça, c'est pour 2030 et effectivement, ça anticipe des progrès technologiques. En 2030, il pourrait que, étant donné les prix du pétrole sur le marché international et les gains d'efficacité dans la batterie électrique pour les véhicules, qu'en 2030, il soit désirable sans quelque incitation que ce soit, que la voiture électrique soit moins coûteuse que la voiture thermique. Et dans ce cas-là, les ménages achèteront des voitures électriques sans avoir besoin de penser que leur responsabilité envers les générations futures est engagée pour effectivement engager cette action compatible avec l'intérêt général. Voilà, donc je voulais vous présenter ces problématiques de mesure de coût par tonne de CO2 évité, que vous compreniez que c'est un problème important en même temps qu'il est complexe. C'est sûr que je ne vais pas tous les matins, quand je vais décider de prendre mon vélo versus le bus qui est peut-être au gaz naturel ou un bus électrique, je ne vais pas chaque fois faire le calcul de savoir, étant donné la perte de temps que je vais avoir en vélo par rapport au transport en commun, que la sueur de mon front, etc. Je ne vais pas faire le calcul coût-bénéfice, de savoir si c'est plus désirable de faire cet effort ou pas. De toute façon, le point difficile, c'est que vous avez bien compris qu'il vaut mieux commencer par éliminer le charbon du mix électrique européen que d'investir massivement dans les panneaux photovoltaïques, étant donné, en tout cas en 2010, soyons plus précis, en 2010, il aurait été beaucoup plus intelligent d'essayer d'inciter les Allemands et les Polonais de sortir du charbon que d'installer massivement des panneaux photovoltaïques sur nos toits. Mais se pose encore la question de 36 €. 36 €, c'est le coût social de la substitution en 2020 du charbon par le gaz naturel. 36 €, c'est quand même beaucoup, la tonne de CO2 évitée. Peut-être que c'est trop. En fait, parmi cette myriade d'actions, si on était capable de faire ces calculs, au fond, où metterions-nous la barre? Évidemment qu'il faut aller choisir à court terme les low hanging fruits, les fruits qui sont les plus bas dans l'arbre, pour atteindre un objectif de réduction des émissions de CO2. Mais jusqu'où aller dans les coûts acceptables? Faut-il accepter de faire des actions qui ont un coût inférieur par tonne de CO2 à éviter à 20 €, à 50 €, à 200 €, à 1820 €? C'est la question clé que je vais étudier principalement dans la deuxième partie de mon cours en février. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut commencer par aller chercher les sources de réduction des émissions de CO2 qui sont les moins coûteux. D'accord ? Ça me paraît évident dès lors qu'on a compris qu'on a deux objectifs. On a un objectif de lutte contre le changement climatique, mais on doit le faire dans le respect de l'autre objectif qui est le pouvoir d'achat des ménages, qui est un sujet qui est non seulement un sujet de politique d'acceptabilité sociale, mais qui est un sujet fondamental. Si on cherche le bien-être et qu'on reconnaît que dans le bien-être, il y a le pouvoir d'achat, si on cherche à maximiser le bien-être, qui intègre pouvoir d'achat et problème climatique, il faut bien qu'on soit bien d'accord qu'il faut, pour atteindre l'objectif de réduction d'émissions de CO2, il faut le faire au coût social le plus faible possible. Donc la question, c'est, dès lors qu'on a compris qu'il faut aller chercher d'abord les coûts les plus faibles, la deuxième question, c'est jusqu'à quel niveau de coût on est prêt à aller?
Évidemment, c'est une question qui est intimement liée à quelle est notre ambition en termes de pourcentage de réduction. Évidemment qu'à moins 55% de réduction d'émissions de CO2, il faudra engager plus d'actions que si on s'était limité à moins 40% des émissions de CO2 en 2030. Et donc il faudra, si on accepte de dire, si les politiques décident en 2021 de passer d'un objectif de moins 40% à un objectif de moins 55% en 2030, c'est clair qu'en 2030, il faudra aller faire plus d'actions et donc relever la barre du seuil critique de coûts par tonne de CO2 évité qu'on devrait être prêt à accepter pour atteindre cet objectif. Donc il y a une relation univoque entre valeur carbone et objectif de réduction des émissions de CO2. En fait, là, je suis en train de vous présenter le transparent suivant. Je vais revenir sur le transparent précédent, mais là, je me suis engagé sur celui-ci, allons-y. En fait, il y a deux alternatives pour réfléchir à cette problématique de valeur carbone. Ce seuil critique de coût par tonne de CO2 évité qu'on devrait accepter pour les actions climatiques. Imaginez que, et c'est bien le cas aujourd'hui, politiquement, les États, en Europe en particulier, se sont engagés dans le cadre des accords de Paris, mais aussi dans les 6 procédures démocratiques de vote au Parlement et de décision de la Commission européenne et du Conseil des États, de réduire de 55% l'émission de CO2. Comment atteindre cet objectif? Si vous avez une myriade d'actions indicées par la lettre I, si vous décrivez par I l'ensemble des actions possibles, des efforts de réduction de ces émissions de CO2, chaque action a un coût par tonne de CO2 évité CI, que Criqui essaye d'estimer. Vous voulez, et chaque action I permet de réduire de XI tonnes de CO2, de XI tonnes les émissions de CO2. Posez-vous la question de savoir comment atteindre l'objectif de réduction R des émissions de CO2. Il faut choisir un vecteur de XI, ce qui est soit égal à 1 si vous décidez de faire l'effort, et 0 si vous décidez de ne pas faire l'effort. Vous devez faire en sorte que la somme des réductions d'émissions de CO2 de ces différentes actions entreprises soit égale à l'objectif de réduction, par exemple, de moins 55%. Et vous devez évidemment le faire de manière à minimiser le coût de cette transition énergétique. Vous devez résoudre ce problème de minimisation des coûts sous l'objectif climatique qui a été fixé politiquement. Et la solution mathématique de ce problème, c'est d'aller choisir xi égale 1 dès lors que CI, le coût par tonne de CO2 évité, est inférieur au multiplicateur de Lagrange associé à la contrainte, que je vais appeler valeur carbone. Donc la solution de ce problème mathématique, c'est de choisir de mettre à xi égale 1 pour tous les efforts, pour toutes les actions I qui ont un CI inférieur à la VC, à la valeur carbone. D'accord ? Et cette valeur carbone, c'est juste le multiplicateur de Lagrange associé à la contrainte. Donc bon, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut commencer. Si vous avez un objectif climatique et vous voulez le faire en minimisant le coût social de cette transition énergétique, eh bien évidemment que vous devez aller choisir toutes les actions qui ont un coût inférieur à un seuil critique. Et ce seuil critique, il est croissant avec l'objectif de réduction des émissions de CO2. Donc ça, c'est le cas simple. Les économistes voudraient faire mieux. Les économistes, ils n'ont pas en tête qu'on a un objectif de moins 55%. Ils voudraient optimiser aussi les 55%. Et au fond, quel est le bon niveau d'ambition de réduction d'émissions de CO2 pour l'Europe ? Enfin, pour le monde, en fait. Et la façon dont on raisonne est de dire, en fait, et je reviendrai largement à la séance prochaine sur ce point-là, en fait, il faudrait mettre en exergue le coût de l'action de réduction d'émissions de CO2 avec le bénéfice sociétal de cet effort et de choisir toutes les actions qui ont un coût sociétal inférieur au bénéfice sociétal.
Évidemment, ça paraît simple, hein, quand vous prenez des décisions, vous comparez les coûts et les bénéfices, et vous prenez des décisions qui permettent de faire, enfin, qui sont telles que les bénéfices sont supérieurs aux coûts. C'est simplement la transmission de cette règle simple de la bonne gestion budgétaire des ménages au niveau collectif. C'est rien d'autre que ça. Sauf que le problème dans ce cas-ci, c'est que le coût, il est privé, et le bénéfice, il est sociétal. Et il est surtout pour les générations futures. Quel est le bénéfice? Donc, quand je vous ai dit je remplace du charbon par du gaz naturel, j'ai un coût, 36 € la tonne de CO2 évité. Quel est le bénéfice sociétal de cette réduction d'émissions de CO2? Ça, c'est un terrible sujet. Et à nouveau, là aussi, Patrick Criqui a beaucoup travaillé là-dessus en développant des modèles intégrés qui étudient la dynamique, qui intègrent dans les modèles climatiques des modules économiques pour essayer de voir comment, quand je réduis d'une tonne de CO2 nos émissions collectives aujourd'hui, comment ça va réduire les dommages climatique que supporté dans les 200 prochaines années, l'ensemble du cycle carbone dans l'écosphère. Ça, c'est une question très compliquée. C'est une question très, très compliquée. Et William Nordhaus, je vais associer à Patrick Criqui le nom de William Nordhaus, qui est notre collègue de l'université de Yale, qui a obtenu le prix Nobel en 2018 pour avoir travaillé toute sa vie dès les années 70 sur la problématique de répondre à cette question: quel est le bénéfice de réduire nos émissions de CO2 ? On est d'accord, il faut réduire nos émissions de CO2. Pourquoi on veut réduire nos émissions de CO2 ? On veut réduire nos émissions de CO2 parce qu'on veut imposer moins de dommages climatiques dans les 200 prochaines années liés à ces émissions de CO2. Et donc, au coût, il faut comparer les coûts aux bénéfices. Et donc, vous voyez que là aussi, j'en conclus une règle: il faut réaliser tous les efforts de réduction des émissions de CO2 qui sont inférieurs à un seuil, mais ce seuil n'est plus le multiplicateur de Lagrange associé à un objectif exogène de réduction des émissions de CO2 à l'adapter, mais plutôt ce seuil est le bénéfice sociétal de réduire d'une tonne de CO2 nos émissions de CO2 aujourd'hui. Donc ça, à nouveau, la deuxième partie de mon cours sera entièrement consacrée à cette problématique de comment est-ce que je mesure ce bénéfice sociétal de réduire nos émissions de CO2 d'une tonne. Mais pour cette première partie du cours, au mois de janvier, je n'ai pas besoin de répondre à cette question de quelle est la valeur de VC, j'ai juste besoin de savoir qu'elle existe, et pour réfléchir avec vous ensuite comment je vais faire en sorte qu'en pratique, dans la société française, dans la société européenne, dans le monde, on va effectivement réaliser tous les efforts de réduction d'émissions de CO2 qui ont un coût inférieur à ce bénéfice sociétal ou à ce multiplicateur de Lagrange que je vais dans les deux cas appeler valeur carbone. Valeur carbone, c'est le seuil critique qui est tel que si chaque action considérée, si son coût sociétal est inférieur, par tonne de CO2 évité est inférieur à cette valeur carbone, je considérais qu'il est socialement désirable de réaliser cette action. Maintenant, est-ce qu'en pratique, cette action sera mise en œuvre ? C'est la question que les économistes étudient depuis très longtemps et qui est résolue en passant de la notion de valeur carbone à la notion de prix du carbone, où on va envoyer des signaux de prix aux ménages, aux acteurs, aux entrepreneurs, aux entreprises, à l'État, en disant vous voulez émettre du CO2, vous devrez payer tel prix. Bon, je ne vais pas rentrer, je suis en train de déflorer la science suivante, mais à ce stade-ci, je voulais juste vous convaincre que si on veut rationaliser notre stratégie de lutte contre les émissions de CO2, il faut nécessairement passer par la notion de valeur carbone. Ne pas passer par la notion de valeur carbone induit des catastrophes comme celle de massivement investir dans les panneaux photovoltaïques en 2010, qui engendrent des coûts pour la société qui sont 50 fois supérieur à ce qu'on aurait pu faire en convainquant les Allemands et les Polonais de remplacer le charbon par le gaz naturel. Si on avait eu une valeur carbone, disons de 100 € la tonne de CO2, si une valeur carbone de 100 € en 2010,
on aurait dit, ben non, 1820 €, ce coût il est supérieur à la valeur carbone, et donc il ne faut pas mettre en œuvre cette politique-là. Et on aurait même, en même temps dit aux Allemands, regardez, la substitution du charbon par le gaz naturel a un coût de 36 € la tonne de CO2, c'est inférieur à 100 €, donc en tout cas il est socialement désirable que vous fassiez cet effort. Et puis il pose la question de savoir comment on négocie pour que ça se fasse en pratique. Mais je ne veux pas rentrer à ce stade-ci, ce cours n'est pas consacré à cette question. La question de la mise en œuvre de comment organiser la société pour faire en sorte que toutes les actions socialement désirables soient effectivement mises en œuvre. Ce n'est pas la question que je pose aujourd'hui. La question que je pose aujourd'hui, c'est essayer de décrire une méthodologie qui permette de déterminer si oui ou non l'action X, ne plus interdire la tomate espagnole sur le marché toulousain, est une action qui est socialement désirable. D'accord ? Et pour cela, il faut comparer les coûts et les bénéfices, et donc il faut mettre une valeur sur le carbone. Et quand je vous parle de valeur du carbone, soyons clairs, je ne vous parle pas de taxe carbone à ce stade-ci. Vous pouvez être contre la taxe carbone, mais vous êtes quand même forcé de reconnaître que mettre une valeur sur le carbone, mettre une valeur sur des choses qui nous sont chères, comme la qualité de l'environnement, c'est, en dehors de tout raisonnement sur les mérites du capitalisme, de l'économie de marché ou de n'importe quoi, mettre une valeur sur le carbone, c'est un truc qui est indispensable si on veut rationaliser nos décisions de transition énergétique. À nouveau, là, en fait, j'aurais peut-être dû mettre ce transparent plus tôt. Je vais reprendre un autre exemple qui a été développé par le Conseil général au développement durable, CEDD, qui a fait une analyse en 2018 sur le passage de la vitesse maximale de 130 km/h à 110 km/h sur les autoroutes. Vous savez que c'était une des 150 propositions de la Convention citoyenne pour le climat, et c'est une des 3 propositions qui a été recalée d'entrée par Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce qu'il avait sous la main un rapport qui expliquait que le passage de 130 à 110 n'est pas socialement désirable. Il n'est pas socialement désirable parce qu'il engendre des coûts sociétaux supérieurs aux bénéfices sociétaux. Parmi les coûts sociétaux de la réduction de la vitesse maximale, vous avez évidemment l'augmentation de la durée de parcours. D'accord ? Et le temps, c'est de l'argent. Passer plus de temps au volant, c'est un coût social. On a d'autres choses à faire que de passer du temps devant notre volant, on est bien d'accord. Donc c'est un coût, et France Stratégie, depuis plusieurs décennies maintenant, a mis une valeur sur le temps perdu. Exactement comme il a travaillé depuis 20 ans sur la valeur du carbone, il a aussi travaillé sur la valeur du temps perdu, et je ne vais pas rentrer dans les détails. D'ailleurs, je ne sais plus, c'est autour de 10 € l'heure, je ne sais plus. Il a aussi, passé de 130 à 110, permet d'épargner des vies. On a évité des accidents mortels sur l'autoroute. Et la France, comme CEDD, a aussi calculé, parce qu'on a des économistes qui travaillent là-dessus depuis longtemps, on a des statistiques, on sait bien de combien, en espérance, passer de 130 à 110 km/h comme vitesse maximum va permettre d'économiser, enfin de sauver des vies. Et on peut mettre une valeur sur la vie humaine. Et en France, on met une valeur sur la vie humaine à 3 millions d'euros, maintenant sans doute un peu plus, 3 500 000, j'imagine, étant donné que ces 3 millions datent maintenant d'une quinzaine d'années, je pense. Et donc, on a mis une valeur sur ces trucs-là, comme on a mis une valeur sur le carbone. Et réduire la vitesse au volant, c'est aussi réduire les émissions de CO2, c'est aussi réduire la consommation, et on peut mettre un prix sur le pétrole. Bref, et on a regardé tous ces coûts et ces bénéfices, et le CEDD en a conclu que passage de 130 à 110, étant donné finalement que le point essentiel là-dedans, ce n'est pas les émissions de CO2, c'est les vies gagnées. Et étant donné la sécurité déjà importante sur nos autoroutes françaises, passer de 130 à 110 ne permet pas de gagner beaucoup de vies. Et donc globalement, le passage de 130 à 110 a plus de coûts sociaux que de bénéfices sociétaux.
D'accord ? Et donc, la Commission avait conclu qu'il ne fallait pas mettre en œuvre ce truc-là, contre l'avis d'ailleurs qui est arrivé après, évidemment, de la Convention citoyenne pour le climat, qui probablement n'avait pas lu d'abord, d'ailleurs, le rapport du Conseil développement durable. Par contre, le même rapport fait le même calcul pour le passage de 90 à 80 km/h sur les routes nationales. Hein, c'était avant le mouvement des Gilets jaunes et c'était avant la décision politique de faire cette réduction de la vitesse maximum. Et là, sans surprise, il a conclu à l'inverse. Passage de 90 à 80 a des bénéfices sociétaux qui sont supérieurs aux coûts sociétaux. Pourquoi ? Et là, parce que là aussi, l'élément essentiel n'est pas les réductions d'émissions de CO2 attendues, c'est le fait que là, étant donné la mortalité de nos routes nationales, le passage de 90 à 80, avec une valeur de la vie humaine à 3 500 000, avait des bénéfices, en particulier dans ces dimensions-là, qui l'emportaient sur le coût du temps perdu dû à la réduction de la vitesse maximum. Voilà, donc vous voyez, c'est des calculs qui ne sont pas complètement simples, qui nous forcent à mettre des valeurs sur des choses qui nous sont chères. Le temps perdu, les vies humaines, la valeur carbone, j'en passe, c'est des meilleurs. Hein. Mais évidemment, hein, je le dis parce que j'ai aussi pas mal contribué au débat sur la vaccination et le confinement, pour rationaliser des décisions collectives comme le confinement, comme la vaccination, comme la lutte contre le changement climatique. On ne peut pas avoir des débats rationnels sur ces sujets si, avant tout, on n'est pas capable de mettre des valeurs sur des choses qui nous sont chères. Et la valeur carbone fait ça, la valeur de la vie humaine fait ça. On peut prendre la problématique de la pandémie. Comment voulez-vous raisonner une problématique de confinement, de vaccination dans un débat démocratique si on ne se met pas d'accord sur la valeur qu'on accorde aux choses. Et des choses aussi critiquement importantes dans notre société que la valeur qu'on accorde à la vie humaine. Le problème du changement climatique, il est du même ordre de grandeur. Qu'est-ce qu'on est prêt à payer ? Quelle valeur on accorde à l'environnement, au climat que nous offrirons aux générations futures ? La réponse à cette question se traduit dans une valeur carbone. Voilà, je pense que... Oui, il est l'heure, j'ai passé l'heure, donc on va faire une... Je vous remercie beaucoup. Maintenant, donc cette deuxième heure va être consacrée à une présentation et un débat, j'espère, avec la salle sur ces sujets, et après la présentation de Patrick sur les coûts de la transition énergétique. Voilà, donc ça, on va prendre 2 minutes pour que Patrick puisse monter sur le... Merci beaucoup.